Voilà tout pour les titres. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette grande édition du journal sur Ecofin Télévision. Sur le 2274,5 milliards de francs congolais attendus d'ici la fin du mois d'août, les régies financières ont déjà mobilisé 660,8 milliards, soit 29,1% de réalisation au 13 août de l'année en cours. Dans les mêmes temps, les dépenses atteignent 1052,2 milliards de francs congolais, faisant apparaître un écart de 391,4 milliards entre les ressources collectées et les dépenses exécutées, soit 34,5% des prévisions du mois. Une situation qui maintient la trésorerie publique sous pression. Jocelyne Mouteba. Pour le mois d'août 2026, le recette publique devrait atteindre 2274,5 milliards de francs congolais. Mais au 13 août, les régies financières n'ont mobilisé que 660,8 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 29,1%. Il restait donc 1613,7 milliards de francs congolais à mobiliser avant la fin du mois pour atteindre la programmation établie par l'État. Une situation qui devra s'améliorer au cours de la seconde moitié du mois, alors que les temps restants pour atteindre l'objectif s'est réduit. Du côté des dépenses, l'État a déjà exécuté 1052,2 milliards de francs congolais sur le 3048,6 milliards prévus pour l'ensemble du mois. Les taux d'exécution atteint ainsi 34,5% au niveau supérieur à celui enregistré pour le recette. Cette situation fait ressortir au 13 août un écart de 319,4 milliards de francs congolais entre les ressources mobilisées et les dépenses exécutées. Pour l'ensemble du mois d'août, les trésors prévoient ainsi un déficit de trésorerie de 774 milliards de francs congolais. Ce gap devrait être principalement couvert par les ressources issues des emprunts sur le marché domestique. Les prochaines semaines seront donc déterminantes pour les régies financières appelées à accélérer la mobilisation des recettes afin de se rapprocher de l'objectif mensuel fixé par le gouvernement. À Kinshasa, la capitale, la gestion de la taxe de stationnement payée par les chauffeurs et les motards suscite des interrogations. Revenant sur la question, Eric Manyanga, président de l'ASBEL Mopilakar, demande au nom de toutes les associations des chauffeurs qu'une enquête soit faite sur la gestion et la destination des recettes collectées. Sa réaction fait suite à la récente sortie médiatique du ministre provincial des Transports qui a révélé que certaines recettes perçues sous son prédécesseur n'auraient pas été réversées au trésor provincial. Grace Mayo et Edi Bouma. La taxe est payée, mais les chauffeurs veulent voir le résultat sur les terrains. Selon leurs associations, ces recettes devraient notamment contribuer à la construction et à l'aménagement de parkings aux différents arrêts de bus. Or, ces infrastructures restent, selon eux, largement attendues. Nous demandons la redevabilité, nous demandons les retours. Depuis des années, quand cette taxe a été lancée par le ministre Mbokoso à l'époque, il avait dit, du haut du tribune de la radio Top Congo seulement, il avait dit que payer les taxes, c'est seulement les chauffeurs, nous allons construire pour vous les parkings. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais vu les parkings construits dans la ville de Kinshasa. Que l'État puisse aménager les parkings ou les arrêts de bus, les taxis, là où les chauffeurs vont venir s'arrêter et prendre les passagers. Au-delà de la question de parking, c'est la gestion de recettes qui préoccupe désormais les représentants des chauffeurs. Ils réagissent aux récentes déclarations du ministre provincial des Transports, selon lesquelles les recettes perçues avant son arrivée n'auraient pas été intégralement réversées dans les caisses de l'État. Le ministre a publiquement déclaré que l'argent que les chauffeurs et les motards payaient depuis des années, cet argent n'a été jamais entré au trésor public de la ville de Kinshasa. Si toutes ces affirmations sont réelles, je crois qu'on devait quand même avoir les enquêtes que les structures, nous parlons de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, les brigades antifraude de la ville de Kinshasa, mais aussi les tribunaux, ils doivent se saisir de ces dossiers pour avoir les éclaircissements, les enquêtes, comment était géré l'argent des taxes de stationnement que les chauffeurs payaient depuis plusieurs années. Les chauffeurs appellent ainsi les autorités à prendre les dossiers en main afin d'établir le fait et de déterminer, les cas échéants, les responsabilités dans la gestion de ces recettes.
La réouverture du marché central Zando s'est fait toujours attendre alors que les derniers travaux d'aménagement, notamment la pose des dalles, touchent progressivement à leur terme. Aucune date définitive n'est encore arrêtée entre l'échéance du 15 septembre et celle de fin décembre. Les vendeurs souhaitent désormais une concertation entre les autorités provinciales et la SOGEMA pour harmoniser les échéances et clarifier la situation. Récit des parties de Mukengeshaï. 2 dates sont actuellement avancées pour la réouverture du marché central Zando. Le 15 septembre prochain, selon le ministre provincial des Finances, et fin décembre, conformément à l'échéance annoncée par le gouverneur de Kinshasa, Daniel Mbumba. Pour Balongwa Chico, président du syndicat national des travailleurs et vendeurs du Congo, il est urgent que toutes les parties prenantes se retrouvent autour d'une même table afin de s'accorder sur une date précise pour la réouverture de ces grands centres de négoce, devenu une véritable nécessité pour les commerçants. Bon, Kolanda, Excellence, ministre Magloire, ministre provincial, Alekaki Nazando. Le ministre provincial des Finances était récemment de passage pour confirmer la réouverture du grand marché central Zando au 15 septembre. Pour moi, cette échéance paraît difficilement crédible. Comment cette réouverture pourrait-elle intervenir à cette date alors que plusieurs travaux restent encore à réaliser? Combien de temps faudra-t-il notamment pour poser de dalles? S'il est réellement question de rouvrir le grand marché central Zando, il revient à l'autorité provinciale de se prononcer en concertation avec la SOGEMA, la société chargée de l'exécution de travaux. Ville et comme vous êtes devant la Makamousou, ça contacter compagnie SOGEMA. Même son de cloche du côté des vendeurs et vendeuses du marché Zando, ils appellent eux aussi à l'intervention de l'autorité provinciale afin d'accélérer le processus. La réouverture du grand marché central Zando est une nécessité pour nous. Nous attendons vivement de pouvoir reprendre nos activités. Nous avons déjà payé nos patentes. À noter que les travaux du grand marché central Zando, initialement annoncés pour une durée d'1 an et 2 mois, totalisent aujourd'hui près de 5 années. Alors que le chantier entre dans sa phase de finalisation, les commerçants restent dans l'attente d'une échéance claire pour la reprise effective de leurs activités. À l'approche de la rentrée scolaire, les dépenses liées à la scolarité préoccupent déjà les parents entre les paiements des l'acompte pour les nouveaux inscrits et la confirmation pour les anciens élèves. Les charges s'accumulent. Des pratiques régulières qui s'apparentent à la routine, mais auxquelles se livrent avec entrain les parents, nonobstant certaines exigences liées notamment à l'achat des fournitures scolaires directement auprès des établissements. Les tours d'horizon dans ces récits des Gasmayo et Djomanana. Alors que les parents se battent dans le préparatif pour offrir à leurs enfants une meilleure rentrée scolaire, la liste de dépenses s'allonge. Uniformes, cahiers, sacs et à ces achats s'ajoutent dans certaines écoles de frais de confirmation pour les anciens élèves ou encore le paiement d'un acompte pour les nouveaux inscrits. Sur les terrains, ces pratiques jugées parfois excessives dans certaines écoles ne sont toujours pas bien accueillies par les parents. En tant que parent, ça fait des années et des années. En tant que parents, nous dénonçons depuis plusieurs années le prix excessif des fournitures scolaires ainsi que l'obligation faite aux familles de verser un acompte avant même la rentrée de classe. Nous demandons à la ministre de l'Éducation nationale de prendre des mesures concrètes afin d'alléger cette charge qui pèse lourdement sur les familles. Concernant les vareuses, nous souhaitons également l'adoption d'un modèle unique portant l'emblème du léopard. Mais aux côtés des écoles,
Les sons de cloche est différent. Ces paiements sont présentés comme une nécessité, particulièrement dans les établissements privés, pour disposer des moyens financiers dès le début de l'année et assurer le fonctionnement de l'école. Payer les acomptes comme on exige des écoles, ça permet aussi au bon fonctionnement de l'école. Donc, c'est-à-dire, même s'ils ne vont pas payer les acomptes exigés tels qu'à l'école, mais nous sommes censés au moins aussi à penser aussi aux enseignants là, qui font ce travail. À cela s'ajoute la proposition de faire de la varèse à l'effigie du léopard comme tenue de gymnastique obligatoire à toutes les écoles. Les parents estiment que ce serait une manière de familiariser les élèves avec un symbole national et de mieux le valoriser. Entre les dépenses qui pèsent sur les familles et les contraintes financières des établissements, la rentrée scolaire se prépare aussi sur fond de débat autour des pratiques commerciales à l'école et de la valorisation des symboles nationaux. Pendant 7 ans, quelques ateliers de couture aux abords du marché central Zando accusent une faible affluence de leur business, pourtant très rentable pour leurs activités. La période de la rentrée scolaire reste freinée par plusieurs obstacles, entre autres l'attente liée à la réouverture du marché central et la vente des uniformes dans certains établissements scolaires. André Ikoma et Ruben Manata signent ces reportages. Quelques jours de la rentrée scolaire en République démocratique du Congo, ces ateliers de couture installés le long du marché central de Kinshasa accusent une faible influence. Deux activités évoluent timidement à la différence des années précédentes. Une situation que les responsables de ces ateliers attribuent à plusieurs causes, entre autres la longue attente liée à la reprise des activités au marché central. Habituellement, c'est durant cette période que les ateliers de couture enregistrent un afflux important des clients. Les parents viennent avec leurs enfants ou apportent les tissus nécessaires à la confection des uniformes scolaires. Mais cette année, la situation est tout autre. Pour ma part, je n'ai encore reçu aucun parent. L'argent circule difficilement et les commandes s'y font rares. À cela s'ajoute également la problématique de la vente des uniformes dans certaines écoles privées, pourtant interdites par les autorités des tutelles. Nous demandons régulièrement aux autorités compétentes d'interdire la vente des uniformes et des autres fournitures scolaires directement au sein des établissements scolaires. Il ne joue que sur l'implication du gouvernement pour sanctionner le récalcitrant qui transgresse la mesure édictée. Et la protection des consommateurs se pose comme une nouvelle priorité pour l'Association des consommateurs des produits vivriers ASCOVI en sigle. Au lendemain de l'atelier consacré à l'agroécologie, l'association entend intensifier son plaidoyer en faveur de l'adoption de la loi sur les droits des consommateurs. Son président Patrice Moussoko, engagé dans ces combats depuis 3 décennies, annonce une série d'initiatives, notamment des actions de lobbying, des mobilisations et des marches pacifiques pour exhorter l'Assemblée nationale à accélérer les processus d'examen et de vote de ces textes. D'autres détails avec Patrick Moukengechai et Edi Boma. En République démocratique du Congo, une loi clairement définie pour la protection des consommateurs fait défaut, alors que plusieurs États africains et d'autres pays disposent déjà de mécanismes légaux pour encadrer le droit des consommateurs. Et pour Patrice Moussoko, président de l'ASCOVI, ces retards ne se justifient plus. Après 3 décennies d'engagement en faveur de la défense des consommateurs, il estime que l'absence de cette loi révèle principalement d'un déficit de volonté politique. Il y a un problème de volonté politique et l'environnement n'a pas encore saisi l'importance de la protection des consommateurs. Ça veut dire qu'il y a des pays qui se sont donnés pour la protection des consommateurs et pourtant pour nous dans notre pays, nous avons plus de 120 millions d'habitants, des consommateurs, si on peut dire ceci, mais nous sommes sans loi, sans protection. C'est ce qui met vraiment en danger la vie des consommateurs
contre les faux produits, des produits de contrefaçon, voire même des services qui ne répondent pas aux besoins des consommateurs. La SCOVI attend désormais intensifier son plaidoyer. Son président annonce une mobilisation à travers différentes actions de terrain, du lobbying aux manifestations pacifiques afin de faire pression pour que le processus législatif soit accéléré. Et nous invitons les consommateurs et les consommatrices d'être attentifs parce que nous allons descendre sur la rue pour exiger la loi sur la protection des consommateurs. Mais ça fait plus de 30 ans que nous sommes là. Nous militons pour la loi sur la protection des consommateurs. Mais l'autorité ne fait que promettre. Ça fait des années. Des pays qui viennent après nous, des pays qui viennent d'accéder à l'indépendance après nous. Mais ils ont la loi sur la protection des consommateurs. La loi sur le droit des consommateurs figure par ailleurs parmi les recommandations formulées à l'issue de l'atelier sur l'agroécologie organisé à Kinshasa et par les réseaux d'agroécologie. Pour les acteurs engagés dans ces secteurs, son adoption constitue un pas important vers une meilleure protection des citoyens face aux pratiques commerciales préjudiciables. C'est un métier insolite à Kinshasa, dans la capitale congolaise, pourtant rentable. La pose de boutons pression, c'est lundi 24 août 2026. Un acteur du secteur qui œuvre depuis près de 50 ans a intéressé notre rédaction. Installé au marché central de Kinshasa, il témoigne de la rentabilité de cette activité dans ses reportages signés André Ikoma et Ruben Manata. Il n'y a pas de son métier, mais il n'y a que de son gens. Dit-on, Jacques Lukao Matoïsila était poseur de boutons pression. Depuis près de 50 ans, il exerce à Kinshasa ce métier et en fait son gagne-pain. Avec une dextérité presque ahurissante, il a conquis ce marché insolite, moins connu, mais pourtant très rentable, nous livrait-il son témoignage. Je vis grâce à ce métier. Je prends en charge ma famille, la scolarité de mes enfants, y compris tout ce dont j'ai besoin. Je mets de boutons dans des vêtements. Si quelqu'un m'apporte un habit, c'est ce que je fais. Grâce à son art et sa machine de boutons, il n'a rien envié. Avec ton facétieux, ce poseur de boutons dit être fier de son métier qu'il considère comme de l'or. Ce métier représente tout pour moi. C'est vraiment ma mine d'or. J'aime beaucoup ce que j'ai fait. Occasion pour lui de faire appel aux autres Kinois en manque d'opportunité de se lancer dans ces business. Que ceux qui n'ont rien à faire dans la vie et restent à la maison apprennent un métier qui lui fasse comme moi. Regardez, je suis devenu vieux, mais je continue à chercher. Dieu bénit les efforts. Du haut de ses 68 ans d'expérience, Papa Lukao Jacques a formé beaucoup de jeunes. Nombreux d'entre eux excellent dans ce métier, a-t-il livré. Le gouvernement provincial du Haut-Katanga est déterminé à moderniser les marchés musées à Lubumbashi tout en veillant à la continuité des activités commerciales. Plusieurs espaces sont en cours d'aménagement afin d'accueillir momentanément les occupants du marché musée. La délégation de l'exécutif provincial qui a visité les vendeurs août dernier, cellier des négoces, fait état d'évolution des travaux prêts à recevoir les marchands. André Ikoma pour plus de détails. Composé notamment de ministres provinciaux de l'économie, des infrastructures et de la bourgmestre de Kampemba, la délégation a effectué une ronde sur les différents sites retenus. Du marché Kamalundo en passant par Kaseba, les travaux d'aménagement se poursuivent afin de rendre ces espaces opérationnels avant la délocalisation des commerçants. Maintenant, tout le Kamalundo, on a tout chambelé ma bouchafu yote ishe. Nous procédons actuellement à l'évacuation des immondices au marché Kamalondo. En prélude,
à la construction des stands. La même opération d'assainissement est également en cours au marché Kaseba et Plaine. Au marché Rai, en revanche, les travaux sont déjà achevés. Occasion pour le ministre provincial de l'économie, Georges Babouni Baou, d'inviter les commerçants identifiés à rejoindre volontairement les sites retenus. Et donc nous avons la joie aujourd'hui de l'annoncer à tous nos compatriotes exerçant leur commerce dans le marché musée de venir déjà occuper les places. Parce que comme vous le savez, c'est un grand projet qu'ils viennent très rapidement occuper parce que le projet va bientôt démarrer, le projet de la construction du marché musée va bientôt démarrer. Le marché du peuple est construit sur le même modèle que le marché Laurent Désiré Kabila, fait également partie des espaces retenus pouvant accueillir certains commerçants. L'objectif affiché par le gouvernement provincial est d'offrir à la population et aux commerçants en particulier un marché moderne mieux organisé, répondant aux standards internationaux. Le chef d'agence de la Banque centrale du Congo, succursale des Kolwezi, qui avait à ses côtés les chefs des divisions de l'économie, a échangé avec la ministre provinciale de l'économie et PME, Lydia Kapapa. La problématique de la circulation des petites coupures des monnaies sur les marchés était au centre de leur entretien. Par la suite, elle a accordé une audience à une délégation de la vice-primature de l'économie nationale en provenance de Kinshasa. Retour sur les faits. La ministre provinciale de l'économie, petites et moyennes entreprises, Lydia Kapapa, a reçu une forte délégation de la Banque centrale du Congo, succursale de Kolwezi, conduite par Daniel Sandoukou, en présence du chef des divisions provinciales de l'économie. Les échanges ont principalement porté sur la circulation des petites coupures des monnaies sur le marché. Une question qui fait suite à une plainte formulée par une organisation de la société civile de la place. Face à cette situation, la ministre Lydia Kapapa Kalassa a appelé les responsables des établissements commerciaux à mettre fin à toute pratique susceptible de perturber la disponibilité et la circulation des petites coupures des monnaies. Juste après, la patronne de l'économie et des PME a accordé une audience à une délégation de la vice-primature de l'économie nationale, conduite par le coordonnateur national adjoint de la Commission nationale de la concurrence, l'ambassadeur Henri Swan. Cette délégation est en mission au Lualaba pour éclairer l'opinion publique et les consommateurs sur les missions et les objectifs de la Commission nationale de la concurrence, ainsi que sur les raisons ayant motivé la création de cette structure. Nous remercions son Excellence Madame la ministre provinciale qui nous a donné en tout cas l'espoir que désormais la province va travailler avec la coordination provinciale de la Comco ici à Kolwezi pour voir dans quelle mesure on va bâtir, n'est-ce pas, une économie saine dans la province grâce à la loi qui a créé la commission de la concurrence. Nous voulons annoncer à la communauté de Lualaba qu'il y a l'existence de ce qu'on appelle la commission de la concurrence qui est venue non pour le tracasserie, comme on semble le dire. Il est venu pour aider la population et protéger les consommateurs, qui est la population du Lualaba. La délégation venue de Kinshasa a salué la disponibilité et l'accompagnement du gouvernement Masuka dans cette démarche de vulgarisation et de sensibilisation auprès des acteurs économiques et des consommateurs. Josué Massengo, conseiller du gouverneur en charge des transports et voies des communications, a, au nom de l'autorité provinciale, échangé avec le responsable des encadreurs des transporteurs au centre de leur entretien, trouver un climat d'attente et des responsabilités des tâches entre ces associations et la nouvelle structure Ashako, Association des chargeurs du Congo. Reportage. Ashako, Association des chargeurs du Congo, une nouvelle structure dans le secteur du transport nouvellement créé, s'est implantée dans la province du Lualaba.
Cette dernière a sollicité l'implication de l'autorité provinciale pour son implantation et son bon fonctionnement. La gouverneure Masuka Saini Fifi, par l'entremise de son conseiller en charge de transport et voies de communication, Josué Massengo, a coordonné une réunion qui a mis autour d'une même table les différents responsables et encadreurs des transporteurs. Il a été question de fixer chacun selon ses limites de compétences et éviter certains chevauchements afin que la concorde et la paix règnent dans ces secteurs de transport. Nous encadrons les chauffeurs, nous encadrons aussi les sévères. À peu près d'une heure d'échange, les responsables des transporteurs ont loué la sagesse élevée de l'autorité provinciale, mais aussi le sens d'écoute et le dynamisme du ministre provincial des Transports et Voies de Communication, Jeffrey Masuka, qui n'y gire que sur l'harmonie et le bon fonctionnement dans les secteurs des transports au Lualaba. Le but de notre rencontre était l'installation de HACO. On voulait savoir comment est-ce qu'ils vont s'installer, ils vont travailler comment, leurs limites, leurs endroits où ils doivent être. Alors nous avons retrouvé une conclusion. La conclusion c'est qu'ils doivent travailler uniquement au dépôt. Alors nous évoluons toujours comme d'habitude, puisqu'ils ont les attributions, nous aussi nous avons les nôtres. Les essences sont bien déroulées, très bien déroulées d'ailleurs. Nous avons retrouvé un climat d'attente. ASECO, MUC, Aprovetrans ont tous trouvé un climat d'entente et ont promis de travailler selon les règles qui les régissent afin d'accompagner les autorités locales. Le territoire des Mambasa en Ituri est à nouveau frappé par des drames liés aux conditions d'exploitation dans les zones minières. 2 éboulements survenus dans des sites distincts ont fait une dizaine de morts selon une alerte de la société civile. Le dernier accident enregistré au carré minier de Golgotha à Ndjapandabela a quant à lui seul coûté la vie à 2 creuseurs et fait 2 blessés. Plus de précisions dans ces commentaires. L'éboulement est survenu aux alentours de 15 heures alors que plusieurs creuseurs travaillaient dans un puits de plus de 50 mètres de profondeur. Une partie de la paroi s'est brusquement effondrée, ensevelissant plusieurs personnes sous une importante masse de terre. Cet accident survenu dans un contexte d'exploitation minière artisanale ravive les inquiétudes sur les conditions dans lesquelles travaillent les creuseurs dans plusieurs zones minières du territoire. Face à la situation qui devient récurrente, la société civile de Mambasa tire la sonnette d'alarme et interpelle les autorités compétentes sur la nécessité de renforcer la surveillance et l'encadrement des exploitations minières artisanales. Société civile de Mombasa, lançons une alerte urgente face à la répétition des éboulements dans les sites d'exploitation minière artisanale. Voyez, en l'espace de 2 accidents, une dizaine de personnes ont perdu la vie. Un bilan qui peut être considéré comme un simple fait divers. Nous appelons les autorités compétentes à prendre de mesures immédiates pour renforcer la sécurité des creuseurs, à contrôler le puits et mieux encadrer l'exploitation minière artisanale. Il est inadmissible que des hommes et des femmes continuent de travailler dans des puits de plusieurs dizaines de mètres de profondeur sans garantie suffisante de sécurité. Les codes miniers congolais, notamment à travers les dispositions relatives à l'exploitation minière et artisanale, aux zones d'exploitation minière artisanale, prévoient un encadrement de cette activité ainsi que des obligations liées notamment à la sécurité et à la protection de personnes et de l'environnement. En l'espace des 2 éboulements, une dizaine de vies ont ainsi été perdues. Un lourd bilan qui relance, une fois de plus, les débats sur la sécurité des travailleurs et l'encadrement de l'exploitation minière artisanale à Mambasa. Voilà qui met un terme à ces éditions du journal, mesdames et messieurs. Merci de votre attention. Restez sur Ecofin Télévision. Je vous retrouve demain à la même heure avec les mêmes plaisirs. D'ici là, portez-vous bien.